que oui, sérieusement, de UXPA cette année, c'est que. En fait, c'est ma première année où je viens aussi. Donc, Ah oui, toi aussi. c'est ma première expérience réellement. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais c'est la première fois que je viens. C'est que l'accessibilité n'est pas quelque chose de complètement étranger. Puis j'ai tout le temps eu l'impression que le UX et l'accessibilité étaient comme deux disciplines extrêmement reliées, mais assez étanches. Puis je me rends compte qu'il y a plusieurs sessions qui parlent d'accessibilité, soit directement ou indirectement, qui mentionnent ces choses-là, que je ressens ou j'entends les mêmes inquiétudes de la part des participants, que les gens qui présentent des choses le font de manière à peu près similaire à ce que je vois dans mon industrie à moi. Mais tu sentais que c'était hermétique entre le UX et Ouais, l'utilisabilité parce que quoi, historiquement, les gens UX viennent du design, puis ils ouais, je considèrent pense pas que ça. oui. Je pense que oui. Il y a énormément de pushback quand tu t'enseignes des designers, des gens UX, de l'accessibilité. Oui, c'est Les sûr gens voient les qu'historiquement, ils contraintes. sont pas formés pour nécessairement Exact. tenir Ouais. compte de ça. Mais C'est les dommage. gens voient les contraintes, les gens entendent parler de couleurs de contrastes de couleurs, entendent parler de règles, de checkpoints, etc. Puis, il, il y a un pushback immense là-dessus. Et alors qu'en réalité, je veux dire, le mariage est tellement naturel, Devrait ben, l'être. devrait l'être. Je Parce veux que dire, comme tu fais disais, juste à c'est quoi les penser. statistiques que tu nous disais lors de ta conférence? Là? C'était il faut tenir compte qu'au moins un tiers ou plus de notre clientèle Ah a oui, oui. un challenge d'une façon ou d'une autre. Ben, tu sais, des personnes handicapées au Canada, c'est à peu près 14% de la population. Mais c'est peut-être ça qui est réverbatif pour les designers aussi, de considérer, de juste l'utilisation du mot handicapé, parce que c'est pas nécessairement ça. On pourrait dire Ouais. que c'est plus des particularités des gens, parce que tout le monde, je me considère pas handicapé, mais ma vue descend. Ah oui, clairement. Puis il y en Clairement. a dont la vue est basse dès le début de leur vie. Ouais. Je pense que c'est un des. Je veux dire, la communauté d'accessibilité a énormément comment dire, de blâme à porter dans cette relation amour-haine qu'on a avec le UX parce que on a longtemps été très très à cheval sur certains principes comme ce sont les personnes handicapées, il faut s'assurer de veiller à leur intégration, etc. Ce qui est évidemment important, mais de plus en plus, ce que je constate, c'est que les gens qui ont un succès dans leur capacité à partager cette information-là avec les autres le font beaucoup plus largement et holistiquement que ça. C'est pas juste les personnes handicapées, c'est de dire l'accessibilité amène des bénéfices à tout le monde. Voici quelques exemples. Toi, avec ton téléphone dehors, quand le soleil plombe dessus, couleur, contraste de couleur, tu es affecté, que tu sois daltonien ou non. La vue qui descend, comme tu dis, le fait d'entendre moins bien, le fait d'être dans un gym, de regarder une vidéo, puis il y a du sous-titre à l'écran qui te permet de suivre alors qu'il y a de la musique et un paquet de trucs autour. Tous ces bénéfices-là qu'on a et qu'on prend un peu pour acquis, c'est au départ des choses d'accessibilité. Donc, quand on élargit un peu ce qu'on essaie d'amener comme idée en accessibilité pour dire oui, au-delà des personnes handicapées, il y a aussi tous ces bénéfices collatéraux-là. Là, je pense qu'on touche plus facilement les gens UX. C'est Et, mieux caractériser nos personas, comme tu disais dans la ah oui, conférence que tu avais donnée, c'est qu'on considère pas, puis dans des moindres mesures, la littératie, les gens, dans la littératie, l'alphabétisation même que les gens ont ou n'ont pas, la littératie qu'ils ont en face des technologies, on assume, parce qu'on est des gens en technologie, que tout le monde automatiquement savent comment faire fonctionner un téléphone cellulaire ou un ordinateur. oui, oui. C'est du même ordre dans d'autres degrés, finalement. C'est du même ordre, absolument. Quand on pense bon, tu parles d'alphabétisation, par exemple. 50% de la population au Canada, au Québec, C'est énorme. a des troubles pas des troubles de lecture et d'écriture comme tel, mais un taux de littératie qui est assez faible, alphabétisation qui est assez faible. Il y a 20% de la population qui est dyslexique. Il y a, aux États-Unis, c'est de l'ordre de 20% de la population qui a un niveau de lecture et d'écriture qui est équivalent à la cinquième année. Au Canada, c'est semblable. Le niveau moyen de littératie équivaut au premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 ou 2, ce qui veut dire que le niveau moyen de lecture et d'écriture des gens, des adultes, c'est à peu près le 12 ou 13 ans environ. Et 13, ça fait 14 ans peur. Et c'est maximum. là où je pense que le problème de tous ceux qui faisons des interfaces, que ce soit des designers ou des UX ou autres, on pense que les gens qui vont utiliser ce qu'on fait ont notre profil à nous. C'est ça, C'est oui. un gros, c'est Vous, a- user-centric inversé. Oui, ben vous avez une maxime en UX depuis toujours que vous répétez ad nauseam et qui semble pas complètement rentrer dans la tête des gens, puis je parle de tout le monde, c'est You are not your user. Ouais. Tout le monde répète ça tout le temps, tu sais. Bon, c'est pas exactement. No Ben, die user. exactement, tu sais. Donc tout le monde répète ça, puis tout le monde comprend le concept,
mais on dirait qu'il y a personne qui l'internalise complètement. Tu sais. C'est un peu de paresse intellectuelle que quand justement tu es fatigué ou tu n'y penses pas trop, tu te ramènes à toi. C'est des réflexes naturels. Ça prend un effort conscient pour dire je vais simuler une personne qui a 50% de chance d'être capable de comprendre ce que je lui ai dit par écrit. Donc je dois prévoir quelque chose d'autre pour l'atteindre. C'est aussi pourquoi c'est tellement important de comprendre que l'accessibilité, c'est pas un truc de QA ou de développeur, par exemple. Parce que quand tu veux écrire du contenu pour une population qui a un plus faible taux d'alphabétisation que toi, parce que nous, on est tous des gens qui sont universitaires ou à peu près, au moins collégial, donc on a un certain bagage d'éducation, ça vient avec un certain niveau de littératie. On prend ça pour acquis beaucoup. Mais 50% de la population, comme je te dis, ne peut pas lire un texte d'une page et te dire de quoi ça parlait 5 minutes plus tard. Incroyable. Donc, quand on sort un peu de ce qu'on connaît, puis de ça avec quoi on est confortable, puis on analyse ces choses-là, bien forcément, ça a un impact sur la façon dont on écrit ou rédige du contenu. Quand on design, puis qu'on sait que 10% de la population est daltonienne, mais que 14% de la population a 65 ans et plus, et que tu as besoin de plus de lumière pour percevoir une couleur, ben les contrastes de couleurs, ça devient un peu plus significatif tout d'un coup, parce que toutes les populations plus âgées bénéficient de meilleurs contrastes. Tu as un 10% de population daltonienne, comme je disais. Mais après ça, tu as les gens qui utilisent leur appareil mobile à l'extérieur, en plein soleil, qui bénéficient aussi. Quand tu te mets à additionner tous ces trucs-là, tu te rends compte que tiens, ce concept-là est peut-être pas si bizarre que ça. Il l'est pas. Puis c'est particulier parce que, sachant même que parfois, il y a des services qui s'adressent à une certaine clientèle, on ne tient pas en compte là, je veux dire, leur faiblesse ou leur particularité, de dire j'adresse un produit web à une clientèle, par exemple en assurance, de 45 à 65, d'entendre autour de la table de réunion, de dire ils ont peut-être des problèmes de vision, donc on doit le prévoir dans le design. C'est déjà quelque chose d'énorme, mais on ne l'entend pas. Ah oui. C'est pour ça que souvent, je vais utiliser des personas en présentation ou en formation qui vont être des personas que je fais le plus standard possible, le plus typique possible, mais dans lequel je lance une petite twist. Dire oui, c'est un retraité de 65 ans, mais ce retraité de 65 ans-là a une vision très basse. Il y a de la dégénérescence maculaire, par exemple, donc sa vue est affectée par ça. Ou cet autre développeur-là qui a 32 ans, qui est un professionnel, qui a des enfants ici et ça, a aussi une déficience au niveau auditif, n'entend pas bien. Donc, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire aussi facilement si on ne lui donne pas tel ou tel truc. Et quand tu designes pour tes personas, qui fit dans des moules prédéfinis, c'est une chose, mais quand tu donnes à un de ces personnes-là, par exemple, une particularité comme dire il est dyslexique, ça change radicalement comment tu designes pour cette personne-là. Cette petite chose-là fait une grosse différence dans ta façon de percevoir et ou planifier ton design, par exemple. Exact. Donc, puis ça a un impact, je crois. Donc, pour amener ça sur UXPA, c'est un peu ce que je découvre cette semaine, qui, pour moi, comme je dis, est un de mes gros takeaways, c'est que il y a réellement une ouverture ici que je ne voyais pas en UX il y a quelques années, dans d'autres conférences. Puis que je sens qu'il commence à arriver ici. Puis c'est un peu normal. Je me rappelle, quand on s'est rencontrés les premières fois, dans le temps d'Utilisabilité Québec, etc., ça fait 15 ans de ça à peu près, l'utilisabilité se battait pour être reconnue puis avoir de la reconnaissance. Et ça a clairement évolué, c'est devenu plus une pratique de UX. Cette pratique-là a une communauté, a plein de choses maintenant. Puis on dirait que l'accessibilité commence à faire un peu ce chemin-là aussi maintenant après. Je pense que c'est comme on le disait tout à l'heure, peut-être un petit effort de le présenter autrement que par l'extrême de l'utilisabilité. Quand on dit ça va servir à des gens handicapés, on s'imagine tout le temps 1% de la population, mais en réalité, quand on parle de toutes les particularités, ça vient à monter à des fois à 30 ou 50%. C'est énorme. C'est tentaculaire parce que ça peut être vision, ça peut être auditif. On ne peut pas ne pas en tenir compte pour aller chercher les clientèles qui nous occupent parce que c'est trop énorme. C'est plus un handicap, parce qu'un handicap, tu penses à un très petit pourcentage, c'est une particularité, puis des choses qui peuvent être absolument non apparentes dans une foule. Quelqu'un qui a un problème auditif, il est complètement mergé dans la foule. On peut facilement imaginer les handicaps visibles comme une personne aveugle ou sourde, mais tous les handicaps ou toutes les déficiences invisibles, on les côtoie au quotidien, on s'en rend pas compte. Les gens ne se vendent pas particulièrement de ça non plus, mais ça affecte leur expérience sur le web, clairement. Totalement. Puis tu marques un bon point dans la façon dont l'accessibilité peut être amenée dans une conférence comme ici.
c'est de façon un peu plus sournoise, je dirais. Tu sais, Faut être mes sournois. enfants n'aiment pas les légumes. Quand on fait une sauce à spaghetti, on met plein de légumes dans le blender, on les passe dans la sauce, c'est fantastique, tout le monde adore ça. Si je leur disais qu'il y a plein de légumes dedans, ils chialeraient. Donc, c'est la stratégie qu'on a en accessibilité quand on va dans d'autres conférences, que ce soit en développement, en design ou ailleurs. On va pas faire un truc d'accessibilité, on va faire un truc qui est pertinent pour les gens qui vont assister à la conférence. Tu développes du contenu pour les gens qui vont être là, mais tu intègres des concepts d'accessibilité, puis tu espères que les gens vont accrocher là-dessus en disant « Ah, ça fait du sens ce truc-là quand même. C'est vrai que je pourrais considérer ça, cette particularité-là de plus. Ouais. Ça aurait un impact sur la façon dont je travaille et collatéralement, ça ferait en sorte que je serais un peu plus inclusif pour différents types d'utilisateurs qui ne sont pas parfaitement, exactement comme moi. Ouais. Non, c'est vraiment des données à considérer. On peut pas. C'est bizarre que ça ne soit pas un truc carrément obligatoire. Puis j'ai rencontré beaucoup d'étudiants à l'Université de Sherbrooke, par exemple. Ça ne semble pas nécessairement faire partie de leur curriculum non plus. Là. Ils ne sont pas à adresser ça. Non, ça fait pas Et partie. pourtant, c'est les particularités du design d'un personnage. Oui, absolument. Mais ça viendra. Je suis Ouais. assez confiant. On va mettre une touche de marketing là-dedans. C'est ça. Avec les années, j'ai pas perdu mon optimisme par rapport à notre capacité d'intégrer ça dans les pratiques. J'ai vu ta dernière barre. Tu étais évidemment tout le monde UX il n'y a pas longtemps, que ta présentation était vraiment bonne. On le comprend. Et là, ça venait nous toucher encore plus parce que les statistiques nous rentraient plus dedans. Enfin, moi qui est vieillissant, à 49 ans, je le plus sens on encore vieillit, plus. plus on le sent, Oui, effectivement. oui. Puis on est de cette première génération qui a été dans les développeurs. Ouais. Donc, on est ceux qui vont porter le message aux plus jeunes dans le futur. Là. C'est normal. Ouais. Un jour, on aura notre canne, puis tout chevretant, on vous dira qu'on l'avait déjà dit. mais bon, Exactement. avec le temps, ça avance. Ben, merci beaucoup, Denis. Merci. Prochaine.